Bonjour à tous, bienvenue au Digitalks. Nous accueillons aujourd'hui Carlo Daguerre. Carlo Daguerre est chargé de communication et de transformation digitale chez Euler Hermès. Bonjour Carlo. Bonjour Elif, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, je m'appelle Carlo et je travaille chez Euler Hermès depuis aujourd'hui 3 ans, enfin presque 3 ans, en tant que chargé de communication et de change management. Donc j'accompagne le département de transfo au sein de Euler Hermès dans toutes les actions de communication, qu'elles soient aussi bien internes que externes. Donc voilà, toutes les thématiques, par exemple dès qu'on implémente des projets, que ça soit en interne, donc assurer la bonne communication auprès des employés, ou même mettre en lumière des initiatives sur les réseaux sociaux officiels de notre entreprise. D'accord. Quel est votre parcours scolaire pour avoir débarqué ici? Vous Alors, avez fait quelles études? C'était quoi votre parcours? alors j'ai fait un parcours un peu donc atypique. Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ensuite, je me suis orienté vers une filière de computer science à l'université. Après, je n'ai pas trop apprécié la partie trop ingénierie que cette filière offrait. Donc du coup, je me suis réorienté vers la com dans une école de communication, donc qui est l'Institut de l'Internet et du Multimédia à la Défense au Pôle Léonard de Vinci. J'ai rejoint l'école pour un cursus de bachelor, donc en communication et avec une spécialité communication visuelle. Et à l'issue de ce bachelor, j'ai pu enchaîner sur un master en communication digitale et stratégie social média. Et à la fin de mon parcours, j'ai travaillé enfin pendant mon parcours, j'ai fait quelques stages en agence de com. Et ensuite, vers la fin de mes études, j'étais en alternance en agence de com où je bossais principalement sur dans le luxe, sur des marques de luxe. Et après, voilà, j'ai atterri vers. Donc j'en avais un peu marre du côté produit très luxe et j'avais envie de voir autre chose. Et je me suis réorienté dans les services et du coup l'assurance crédit et la finance. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez l'AMS aujourd'hui. D'accord. Et c'était pas trop difficile le côté de lâcher tout le côté scientifique, le côté ingénieur et passer à la com. Et pourquoi ce choix drastique? Alors, c'était difficile parce que j'avais énormément de doutes. J'étais très anxieux à l'idée de carrément faire un changement radical. Mais je m'y plaisais vraiment pas, en fait, là où j'étais. Et j'étais toujours passionné par tout ce qui était multimédia. Je faisais un peu de Photoshop de base quand j'étais au collège, lycée, tout seul déjà. Et du coup, donc j'ai fait pas mal de salons pour essayer de savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai compris une fois que je suis rentré à l'école et que je me suis réorienté pendant la première année, j'ai compris que c'était le bon choix direct. Au bout des premières semaines, je savais que c'était ce que je voulais faire finalement. Et aussi, après une filière scientifique, on fait aussi des choix par rapport à son entourage, par rapport à la famille, pour essayer de vivre à la hauteur des attentes qu'ils ont. Et du coup, j'ai fait cette erreur-là, mais j'ai vite rectifié le tir et je me suis réorienté. Mais je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Et pourquoi la communication, plus précisément? C'était un stage? Vous avez parlé de stage. Vous avez fait quoi exactement comme stage? C'était que des agences? Alors, donc ouais, c'est principalement que des agences. Donc pourquoi la communication? Déjà parce que c'est un métier qui est vachement porteur. Aujourd'hui, tu as plein de marques et de petites entreprises qui se lancent sur le digital pour faire des produits qui vont vendre uniquement sur leur site internet ou alors juste développer une notoriété sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est hyper important pour une image de marque d'être présent sur les réseaux sociaux et sur le digital, enfin sur Internet. Donc du coup, je savais que ça allait être un métier assez ouvert,
en termes d'opportunités sur le long terme. Et potentiellement, du coup, étant donné que c'est un secteur qui se transforme et qui change en continu, du coup, je trouvais que c'était la prise de risque que je prenais en fait en me réorientant, elle était compensée par rapport aux opportunités que cette filière offrait. Et vous pensez donc que la communication, c'est vraiment le métier du futur? Alors, je ne sais pas si la communication elle-même est le métier du futur ou est la filière du futur, mais en tout cas, on aura toujours besoin de communication et de marketing, quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura des boîtes qui vendent des choses sur Internet. Oui, oui. Surtout Et du aujourd'hui. coup, tu m'avais posé la question sur mon parcours. Donc, j'ai fait tout d'abord un stage chez Mazarine, qui est une agence spécialisée dans le luxe, dans le 17e à Paris, où j'ai commencé à être chef de projet sur des marques comme Dom Pérignon, donc une maison de champagne. J'étais aussi en charge des comptes pour Lancôme et pour Armani Beauty. Et en fait, donc je gérais plusieurs trucs, notamment des campagnes display. Donc c'est tout ce qui est social ads et ads qu'on va voir, enfin tout ce qui est campagne de publicité display qu'on voit sur des sites internet. Par exemple, quand vous allez sur, je sais pas, le site du Monde, lemonde.fr, et que vous voyez des bannières de publicité. Donc je travaillais principalement sur ça pour ces marques. Et Dom Pérignon, notamment, j'ai eu la chance de travailler sur toute la partie réseaux sociaux avec la mise en place d'un partenariat d'influenceurs, les briefer pour qu'ils nous créent du contenu, pour que ça soit à l'image et en accord avec les valeurs de la marque. Donc je gérais en fait la relation entre le client, les créatifs de l'agence qu'on avait en interne et aussi les influenceurs. D'accord. Et Donc, oui. oui, en fait, à l'issue de ça, j'avais pas la possibilité de rester à l'agence, mais on travaillait avec une autre agence prestataire dans cette première expérience. Et du coup, ça m'a permis de décrocher un contrat d'alternance chez eux et de continuer en fait à travailler sur les mêmes projets, mais de l'autre côté. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de continuer mon expérience dans le luxe. Donc après, D'accord. j'ai pu organiser des shootings pour des campagnes de publicité pour des produits de skincare chez Caudalie. Euh, j'ai également pu travailler j'étais responsable du contenu pour Kenzo Parfum. Donc tous les contenus qui étaient sur leur Instagram, c'était des contenus qu'on créait en interne. Ou alors on faisait appel à des digital artistes qui avaient une certaine communauté pour aussi surfer sur leur notoriété et avoir plus de visibilité. D'accord. Et donc, vous pensez quoi globalement de la place de la communication dans le luxe et dans les marques de luxe? Est-ce que ça Alors, vous du a coup, plu? Est-ce que c'était une bonne expérience? ouais, de toute façon, moi je pense que toute expérience est une bonne expérience. Et la communication dans le luxe, je pense, que c'est le best du best que l'on peut espérer un jour. Je pense quand on traîne dans la communication, déjà de un parce que c'est un métier d'exigence. Les clients sont extrêmement exigeants parce que les marques de luxe, c'est que de l'image en fait. Sublimer le produit, sublimer le moindre petit détail que l'on peut avoir dans les posts, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans des campagnes qui vont passer à la télévision de pub. Donc du coup, pour quelqu'un qui débute dans la communication, c'est vachement formateur. Euh, Après, j'aime pas véhiculer cette image de client du luxe égale tyran, mais c'est vrai qu'il y a un certain niveau d'exigence et en fait, on est obligé de vite se mettre au même niveau des attentes du client pour pouvoir délivrer et pour pouvoir assurer une bonne relation client-agence et que le client ne se plaigne pas et qu'il Oui. soit content du travail fourni. Donc, il faut que tout soit parfait. C'est ça, D'accord. pour résumer. Et comment vous êtes passé dans le côté plus assurance, banque aujourd'hui, comment vous avez trouvé votre métier chez Euler Hermès?
Alors, c'était une rencontre. Donc, en fait, j'étais à un stade où je commençais à stagner. Et une fois qu'on a créé les mêmes capsules de contenu pour Noël, pour la Saint-Valentin deux fois, pour la fête des mères, les coffrets, etc., et qu'on a un peu vu le tour et que ça devient redondant, du coup, tu te lasses un tout petit peu et tu commences à te poser des questions en te disant, bah, quel est le challenge que je peux relever? J'ai fait tout ce qui était produit. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la facilité de faire de la com et de s'orienter vers le produit parce que le produit, c'est quelque chose de physique, de palpable. Et donc, du coup, pour le mettre en avant, bah, t'as plein d'idées qui te viennent pour le sublimer, pour créer du contenu et donner envie aux consommateurs de l'acheter. Alors qu'une assurance crédit ou une assurance tout court, c'est quelque chose, c'est un service, donc c'est quelque chose de virtuel, de conceptuel. Et du coup, comment tu peux matérialiser ça en ayant des actions de communication? Bah, c'est là où est le vrai challenge en fait. Et du coup, voilà, comme je commençais un peu à sentir que je stagnais, que je n'avais pas de nouvelles choses qui atterrissaient sur mon bureau, bah, je me suis dit pourquoi pas moi commencer à aller chercher ailleurs. Et du coup, c'était par l'intermédiaire d'une camarade de classe à l'époque que j'ai rencontré mon ancienne manager chez Euler Hermès. Et en fait, dès qu'on s'est rencontrés, le courant est super bien passé. Donc elle cherchait quelqu'un. J'ai passé un premier entretien, mais c'était vraiment pas un entretien, c'était plutôt une discussion tellement c'était informel et que le courant est passé. Et elle a réussi à me convaincre de passer de l'autre côté et de ne pas avoir peur de me réorienter vers les services. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu changer et aller dans le côté plutôt assureur. Et donc, vous pensez que pour un jeune communicant comme nous, il faut plus changer d'entreprise et de monde, entre guillemets, dans la communication. Ça peut vite devenir redondant, à votre avis? Ou est-ce qu'il Alors, vaut mieux non, se spécialiser dans un... pas spécialement, parce que j'ai plein de bons contacts avec d'anciens collègues avec qui j'ai pu travailler, qui sont toujours restés en agence et qui ont continué à travailler sur les mêmes types de produits et les mêmes types de marques, et pour qui ça se passe super bien et ils sont très épanouis. Mais par contre, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout, essayer au maximum de privilégier, en tout cas dans les premières années de votre carrière professionnelle, toutes les expériences en agence que vous pouvez prendre, bah, prenez-les et faites-les parce que c'est ce qui va vous formater le plus. On dit toujours à quelqu'un qui travaille dans le milieu corporate et dans les grandes entreprises d'avoir une première expérience en agence de conseil, en cabinet de consulting, etc. parce que c'est extrêmement formateur, parce que du coup, vous travaillez sur différents projets, pas qu'un seul client. Et donc, ça vous cadre, ça vous forme à gérer votre temps, à avoir un bon relationnel client. Quand le client vous appelle et qu'il n'est pas content, bah, vous êtes un prestataire, il vous paye pour une prestation, donc il faut savoir s'adapter et lui fournir des solutions. Donc ça vous apprend aussi à penser tout de suite solutions et à gérer des situations. J'ai pas envie de dire de crise ni de conflit, mais des situations qui sont pas spécialement agréables. Par exemple, quand tu as trois clients que tu gères et que tu es responsable de trois clients et que les trois ont une échéance qui arrive en même temps, et toi, tes équipes, ils sont fatigués et que le client, il a la V13 de ce qu'il faut fournir, et que du coup, donc, t'as les temps passés qui commencent à être un peu exposés, etc., et que le client qui t'appelle, qui n'est pas content, bah toi, tu es un peu le médiateur parce qu'il va falloir que tu retrouves tes équipes en agence pour leur dire, bah les gars, je sais que le client il a abusé, mais cette fois j'ai cadré le truc, c'est le dernier aller-retour. Faites-moi confiance, on va livrer ce projet et en finir. Et à la fois aussi gérer les émotions du client qui lui n'est pas du tout content du travail, de la version qui a été livrée. Donc là, tu dois vraiment filtrer le vocabulaire et les retours du client et essayer de les traduire en quelque chose de constructif et productif pour pouvoir faire avancer le projet. Ou des fois, par exemple, tu vas avoir quelqu'un dans ton équipe qui aura fait une petite bourde et là, tu te retrouves à devoir appeler le client et lui expliquer que tu ne pourras pas livrer dans le temps et que tu ne pourras pas euh, euh, respecter sa deadline et que le client il est pas content et là faut être tout de suite solution essayer de trouver quelque chose pour parce que toi ton but c'est de garder le client dans l'agence, il faut pas le perdre, le client il rapporte de l'argent et donc du coup tu peux pas te permettre de perdre cette relation commerciale. Donc le fait de en plus quand tu commences,
et qu'un projet te saoule parce que ça fait 6 mois que tu bosses dessus et que t'en as un peu marre, bah en agence, tu peux avoir ce luxe de demander à ce que tu changes de marque pour voir quelque chose d'autre et grandir et apprendre d'autres choses. Alors qu'une fois que tu passes de l'autre côté et que tu bosses pour une entreprise qui fournit un service ou un produit et que tu es internalisé, tu n'as plus ce luxe-là. Ton projet, même si tu l'aimes pas, bah, va falloir quand même le livrer jusqu'au bout. Excusez-moi. Bosser en agence est beaucoup plus formateur et beaucoup plus C'est ça. divers et varié que Et bosser moi, pour un. je le vois en fait, je vois un décalage entre les personnes qui sont passées par les agences et d'autres personnes en entreprise qui ont tout de suite été internalisées chez le client, donc dans une entreprise. Je vois un vrai gap, un vrai écart entre le niveau d'autonomie et des idées que tu peux lancer à la minute entre une personne qui a fait un passage en agence et une autre personne qui est passée directement côté corporate et qui a eu un parcours un peu plus différent. Et vous, en tant que personne qui a vu les deux côtés de la chose, est-ce que vos demandes par rapport aux agences est aujourd'hui différente parce que vous connaissez vraiment le côté agence et est-ce que vous êtes plus indulgent par exemple? Oui, alors, étant donné que j'ai été un peu maltraité parfois par certains clients, du coup maintenant mon rapport avec certaines agences avec lesquelles on bosse bah, va être un peu plus différent, dans le sens où je vais être plus bienveillant, mais après assez strict parce que j'ai quand même aussi mes deadlines et mes objectifs et j'aimerais bien les atteindre parce que sinon moi je me fais taper dessus par ma hiérarchie. Donc c'est pas un rapport où, assez détendu, on s'entend super bien, on se dit les choses clairement, il y a vachement de transparence. Quand je les vois un peu essayer de me manipuler ou de me sortir les techniques que je connais d'agence, du coup je le vois tout de suite et je leur dis bah non les gars, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire et je comprends. Ouais. Par contre, voilà, je suis pas dupe et essayons de faire en sorte que les choses avancent et que qu'on s'y retrouve tous. Donc oui, avoir fait un peu les deux côtés, ça drive vachement mes relations avec mes agences. Et quand je sens en fait, je sens quand ils sont à bout, avant qu'ils le disent ou avant que ça commence à créer des frustrations et que le projet se déroule mal. J'arrive à anticiper parce que j'arrive à repérer les signaux maintenant avant parce que je les ai vécus, moi, quand j'étais de l'autre côté. Donc tu le sens dans certains échanges de mails, dans certains vocabulaires qui vont commencer à être pas, pas, euh, pas violents, mais tu sens qu'ils sont moins sympathiques que ce que tu avais l'habitude avec ces personnes-là. Et du coup, tu peux facilement tout de suite les appeler pour essayer de trouver des solutions avant d'arriver à un stade où il y a un conflit, où les prestataires sont plus contents du travail qu'ils sont en train de fournir sur tes projets. D'accord. Et aujourd'hui, en quoi consiste votre travail précisément et quelles sont vos tâches au quotidien? Alors, donc, j'essaie de voir la manière la plus simple de vous expliquer les choses. Donc, en fait, moi, je suis pas rattaché au département de la communication. Donc, il y a différents départements, on va dire, différentes grosses équipes chez Euler Hermès. Donc, on a le pôle marketing qui, lui, va driver tout ce qui est client, la satisfaction du client, recruter des nouveaux clients et générer des chiffres pour l'entreprise. Et on a un autre département, donc une autre équipe qui est l'équipe communication, qui, elle, va gérer tous les canaux de communication de l'entreprise. Donc, ça soit les réseaux sociaux internes, les réseaux sociaux externes, le contenu, donc a vraiment une spécialité contenu. Donc, que ça soit des articles qui vont être publiés sur le site internet, que ça soit un social media post, l'Instagram, tout ça, ou même des vidéos qui seront diffusées aux employés en interne ou des événements. Donc, tout ça, ça va être l'équipe communication qui va le gérer. Et après, donc, par exemple, tu as la fonction RH, les ressources humaines. Et donc, en fait, dans chaque équipe, tu as une personne qui est dédiée à la communication. Et moi, je suis rattaché à l'équipe de la transformation qui a pour but d'essayer d'anticiper la transformation digitale dans l'assurance crédit et de préparer Euler Hermès au futur. Donc ça passe par quoi? On a des data scientists, des ingénieurs qui travaillent pour développer des algorithmes, pour incorporer cette notion de data
dans les modèles et dans la manière dont notre business fonctionne, pardon. Et moi, du coup, j'aide cette équipe-là à communiquer, que ça soit en interne ou en externe. Donc tout ce qui va retraiter de la transformation digitale de la RMS, bah, ça va être une thématique dont je vais m'occuper, que ça soit en Mhm. externe ou en interne. D'accord. Donc ça soit créer une vidéo pour expliquer un projet spécifique aux employés, que ça soit un nouvel outil qui a été déployé par l'équipe transformation et qui va changer un peu le quotidien de nos collaborateurs. Donc je vais devoir Mhm. faire un tutoriel, que ça soit un article en externe parce que on a investi dans une startup et qu'on a monté un partenariat. Créer un article en externe, bah, ça va être mon équipe. Créer du coup des posts pour expliquer qu'est-ce qu'on fait en termes de machine learning et d'intelligence artificielle chez l'RMS auprès de nos clients sur les réseaux sociaux, ça va passer par mon équipe. Donc si tu veux, je coordonne avec les différents départements les opportunités de communication pour les thématiques de la transformation et du coup je gère les agences qui m'aident à monter et mettre en place mon contenu. Donc, je briefe les agences, je gère mes projets jusqu'à ce qu'ils me livrent le contenu. Je coordonne aussi les plannings éditoriaux avec les différentes fonctions parce que pour pas qu'on ait deux informations à publier en même temps et après qu'il y ait un conflit entre moi et le marketing ou moi et les ressources humaines ou moi et la com. Donc, tu vois, on a des touch points réguliers, des réunions régulières où chaque semaine, on regarde le planning éditorial et qui a quoi à communiquer comme contenu. Donc voilà un peu ce que je fais et mon périmètre. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésite pas si vous avez des questions parce que ça peut être Euh, parfois assez compliqué. c'est très clair. Par contre, non, il n'y a pas de par contre. Euh, vous êtes combien dans votre équipe? Alors, donc moi, dans la partie communication, donc il y a moi et un alternant aujourd'hui à temps plein. Et après, donc à nous deux, on gère les prestataires externes, donc toutes les agences qui nous fournissent du contenu. Et du coup, tous nos interlocuteurs, que ce soit la communication et le marketing. Mhm. D'accord. Mais Euh, l'équipe transformation, en général, on doit être une quarantaine. Et du coup, moi et mon alternant, bah, on est censé faire de la communication pour ces 40 personnes-là. Enfin, pour leur projet. oui. À votre avis, quelles sont les compétences particulières à avoir pour exercer ce métier? Il faut être organisé. Je pense que c'est le plus important. Savoir dire non, parce que parce que en fait, tu vas avoir des gens qui vont venir te solliciter de partout. Et toi, parce que tu veux être sympathique au début et parce que tu veux prouver aussi que tu es capable, donc tu vas pas dire non et tu vas pas reprioriser les trucs. Sauf que quand tu dis oui à plein de différentes personnes, tu te retrouves vite dans la merde. Désolé du vocabulaire, mais savoir dire non, savoir prioriser, donc un sens de l'organisation, une bonne gestion du temps, un bon relationnel parce que là c'est hyper important. Il faut que tu sois un peu le caméléon. C'est-à-dire que Mhm. tu ne vas pas parler avec un collègue de la même manière que tu vas parler avec ton agence. Et il faut essayer d'anticiper le caractère et les personnalités des différentes personnes que tu as en face de toi pour toujours obtenir ce que tu veux et servir ton projet, même si ça va à l'encontre des attentes de X ou Y. Et il faut toujours savoir naviguer pour essayer de rassembler et fédérer les personnes autour de ton projet et et que tu ne te retrouves pas à gérer des conflits tout le temps. Donc il faut anticiper les conflits, se mettre au même niveau de ton interlocuteur, essayer d'écouter aussi, d'écouter pourquoi, toujours se poser la question de pourquoi cette personne-là n'est pas d'accord avec mon point de vue et est-ce que du coup c'est moi qui me trompe ou est-ce que finalement on n'a pas tous les deux raison et qu'on peut pas trouver un compromis pour que les deux soient contents. Des fois, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont te mettre une pression du jour au lendemain et tu comprends pas pourquoi. Tu vas te dire, bah, ça se passait super bien hier, donc qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle a changé dans ses relations avec moi? Bah, peut-être que la pression, elle vient d'au-dessus. Peut-être qu'elle s'est pris un taquet par son manager et que du coup, son manager, il a besoin de délivrer finalement plus vite que ce qui était prévu. Donc toi, quand tu t'es organisé en fonction bah, de ce que cette personne-là t'a dit et que du jour au lendemain, cette personne-là veut tout changer,
comment il faut essayer de comprendre pourquoi elle veut tout changer et comment tu peux faire un compromis pour que cette personne-là se retrouve dans le projet et en même temps, toi, ne pas chambouler toute ton organisation parce que ça veut dire que c'est du temps passé inutile et, euh, et si tu réorganises à chaque fois ton planning et ton projet, bah finalement ton truc il sera jamais livré parce que les attentes elles changent tout le temps et à un moment donné il faut savoir dire stop, mais tout en faisant en sorte que toutes les parties prenantes elles s'y retrouvent et elles soient contentes du livrable. Donc, c'est un métier où il faut prioriser le travail d'équipe, mais où le travail d'équipe n'est pas forcément évident et assez compliqué. Alors, je sais qu'en général, on adore dire que dans la communication, il y a une très bonne cohésion, qu'il y a un esprit d'équipe et de collaboration, et que c'est un peu le monde des bisounours où tout le monde s'entend bien et on est tous jeunes et en général, ça se passe bien. Oui, c'est vrai, mais en Oui. fait, on tombe vite dans le piège parce que qui dit jeune, qui dit plein de projets, qui dit plein de personnalités différentes, bah, dit aussi source de conflit parce qu'on a tous à un moment donné une gestion du stress qui est différente en fonction des différentes personnalités et on a tous notre caractère et donc du coup tu tombes dans le piège de prendre des choses personnellement ou que ton collègue il prenne les choses personnellement et du coup ça peut générer du conflit. Par contre, pour moi, ça reste toujours un passage obligé parce que c'est hyper formateur et pour moi, c'est le début d'une très belle carrière dans la communication, le monde agence. Donc, si je dois répondre à ta question, je dirais que oui, c'est un métier où l'équipe et la collaboration bah, priment. Tu ne peux pas te la jouer perso et travailler toute seule dans ton coin parce que tu ne pourras rien faire. Euh, Tout simplement parce que tu as besoin des autres pour avoir les informations et être briefé sur les contenus que tu dois mettre en place. Et tu as besoin aussi des agences et des équipes créatives pour créer du contenu tout simplement. Une question un peu indiscrète, mais que je pense que les jeunes qui veulent se lancer dans la communication ont envie de savoir aussi. De façon Mhm. générale, quelle est la rémunération dans ce type de poste? Alors, si vous allez travailler en agence, vous allez être très vite déçu parce que vous allez vous rendre compte que les projets sont hyper intéressants et hyper formateurs. Et si vous allez travailler sur des marques de vos rêves, quoi. Et du coup, parce que vous travaillez sur de belles marques et parce que c'est hyper formateur, les rémunérations vont être relativement basses. Donc, par exemple, moi, je sais que à la sortie d'école, mes camarades qui ont tout de suite travaillé en CDI, en agence de com, ils étaient aux alentours de 28 000. Allez, je fais une fourchette. 28 000 bruts par an à 35 000 bruts par an. D'accord. Et en général, en revanche, quand on passe du côté corporate et dans les assurances, les packages de rémunération sont plus avantageux. Donc moi, aujourd'hui, je touche 44 bruts par Mhm. an. Après, tu as d'autres avantages, que ça soit une rémunération. Donc ça, c'est ma rémunération fixe. Et après, Mhm. on a une rémunération variable. Donc c'est trois objectifs que mon manager et moi on se fixe en début d'année. Et à la fin d'année, on regarde si j'ai atteint mes objectifs. Et en fonction du chiffre d'affaires et de tes objectifs, s'ils sont atteints ou pas, bah, tu peux toucher ton bonus, ou en tout cas une partie, ou 100% de ton bonus, qui est bien évidemment fixé dans ton contrat avant. Après, tu as plein d'avantages, d'intéressement, de participation, de l'épargne salariale, des jours de congé, donc que tu ne retrouveras pas forcément en agence, parce que tu auras le minimum, alors que dans des grands groupes, tu vas avoir beaucoup d'avantages comme ça, autres que la rémunération qui est déjà plus élevée que ce que tu peux trouver sur le marché. Et quel genre d'objectif on parle? Quoi, par exemple? Ça peut être tout type d'objectif. Après, c'est à toi de te mettre d'accord avec ton manager. Il peut pas te forcer des objectifs. Il faut que tu sois d'accord et que tu valides ce qu'il te propose. En général, c'est toi qui les suggères à ton manager en premier temps et lui, il te les valide ou il te les ajuste. Par exemple, tu peux avoir des objectifs très larges comme des objectifs très chiffrés. Donc, Mhm. ça peut être de générer du contenu pour le département de transformation. Non, générer du contenu innovant et tester de nouveaux formats pour le département et la thématique de transformation. Donc ça peut être un objectif assez large.
Ou alors tu peux te retrouver avec un objectif plus chiffré. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais on va te demander d'augmenter le nombre de followers de 10% sur LinkedIn ou sur Instagram, par exemple. Oui, d'accord. Et Moi, qu'est-ce j'ai qui la vous a... chance de pas avoir, moi, j'ai la chance de pas avoir des objectifs hyper chiffrés qui restent Mhm. assez généraux pour, Oui. tu vois, permettre une certaine flexibilité. Mais je Mhm. sais que d'autres personnes dans l'entreprise n'ont pas ce luxe-là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à choisir Euler Hermès précisément, à part la rencontre avec votre manager et autres? Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir Euler Hermès? Déjà parce que Euler Hermès fait partie du groupe Alliance et que du coup c'est un énorme grand groupe. On est 100, donc je compte le groupe Alliance. On est 146 000, un truc comme ça, 146 000 employés dans le monde. Et rien que Euler Hermès, parce que donc Euler Hermès fait partie du groupe Alliance et du coup la totalité fait 146 000 employés dans le monde. Et Euler Hermès tout seul, c'est 6 000 employés dans le monde. Donc du coup tu t'offres des possibilités de mobilité au sein du groupe. Donc par exemple, moi demain, si j'en ai marre et que j'ai envie d'aller bouger, je vais peut-être être prioritaire sur d'autres postes chez Alliance que les gens qui vont postuler en externe. Mhm. Parce que du coup, j'ai ma réputation, j'ai mon ancienneté, donc je vais être prioritaire pour pour la mise en contact, pour pouvoir pourvoir pardon, des postes au sein du même groupe. Et donc, du coup, c'est aussi des opportunités de carrière à l'international. Donc, si, je sais pas, aujourd'hui, tu travailles en France et que demain, tu as envie d'aller faire carrière en Asie et que c'est ton objectif et c'est ton projet, bah, tu peux, avec l'aide des RH et bien sûr, il faut que ton manager t'appuie dans cette démarche-là, ouvrir les discussions pour pouvoir voyager et t'installer là-bas et pourvoir un poste de là-bas. Mhm. Et Parfait. aussi, c'est la stabilité dans un contexte économique comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de crise, où tu vois les petites structures qui n'ont pas de grandes trésoreries, Mhm. bah, tu peux te retrouver licencié du jour au lendemain parce que il n'y a plus assez de projets, il n'y a plus assez de clients. Du coup, c'est aussi la stabilité d'un grand groupe comme l'assurance et comme Alliance, de se dire que oui, on va enfin, forcément survivre à cette crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, tu te levais sereinement le matin en disant que, bon, sur au moins 1 an, 2 ans, tu vas avoir encore ton job. Oui. Mais est-ce que dans des grands groupes comme, mais qui sont dans l'assurance, est-ce que la communication est privilégiée par ces grands groupes? Est-ce Alors, que non, non, en toute transparence, non, parce que ça reste tout ce qui est finance, banque, assurance, ça va privilégier le cash et ça va privilégier les activités qui rapportent le plus à l'entreprise. C'est normal, c'est dans le fondement du business model de la finance et la culture des assurances. C'est d'abord le business et générer des revenus et après la communication. Donc en fait, on appelle même ça des fonctions support parce que t'as pas forcément besoin, quand tu as des clients qui te sont fidèles et qui sont avec toi depuis X années, je sais pas moi, 5 6 ans, 10 ans, bah, tant que ça se passe bien et que tant que tu traverses une crise, on va dire que la communication, c'est pas la priorité aujourd'hui. On met ça de côté et on va, par exemple, moi, je l'ai vécu avec des coupes budgétaires dans mon budget communication. Donc, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je gérais un porte-monnaie de 200 000 euros sur des actions de communication avec des agences. Bah, je me retrouve l'an d'après à gérer la moitié. Parce que du coup, on m'a fait une coupure budgétaire en anticipant la crise économique et en disant tout ce qui n'est pas vital au business et on coupe et on fait des économies parce qu'on sait qu'on va perdre de l'argent. oui, ce qui Donc n'est du coup, pas c'est des fonctions support dans les grands groupes, dans l'assurance, la finance, etc. Par contre, quand tu travailles sur du produit, bah parce que en fait le produit c'est quelque chose de physique et de visuel, et surtout dans le luxe, bah là t'es obligé. Tu lances pas un parfum sans avoir communiqué dessus ou sans avoir fait une campagne marketing et de publicité dessus. Quand c'est la fête des pères, t'as besoin tu le vois sur les abribus, dans le métro, les campagnes tout de suite c'est parfum pour hommes,
parce qu'on sait que c'est la période de la fête des pères et qu'il faut vendre. Donc du coup, je pense que le produit, c'est pas la communication, le marketing, c'est pas du tout une fonction support, mais c'est quelque chose de primordial. Et en fait, c'est inclus même au stade de la confection du produit et pas juste une fois que le produit est créé, on te dit bah voilà le produit, communique-moi dessus, fais-moi une belle campagne de publicité et une belle stratégie éditoriale. Non, en fait, on va t'inclure pendant même qu'on crée le produit. Par exemple, quand on crée un nouveau parfum dans des grandes marques, on va demander au marketing d'imaginer un univers et de faire des études de marché et de savoir ce que les consommateurs veulent, ce qu'ils ont apprécié dans les anciens produits, ce qu'ils n'ont pas apprécié dans les anciens produits, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment l'expérience client elle peut être prise en compte dans la confection même du produit. Et du coup, on va même inclure la communication pour choisir les bons mots, le bon nom de parfum, le bon univers créatif, même avant de briefer une agence ou d'appeler des gens pour commencer à créer du contenu. Tu vois? Oui. Donc en fait, quand c'est du service, tu as une fonction support. Et quand c'est du produit, bah non, ton produit, il faut qu'il donne envie. Quand tu vois la publicité sur Instagram et quand tu vois une influenceuse porter le produit, bah faut que ça te donne envie de l'acheter. Donc du coup, la communication, elle va être centrée sur ça. Mhm. D'accord. Et du coup, ça va Et, être l'élément le plus important. mhm. Et aujourd'hui, vous travaillez avec quels outils ou logiciels? Et c'est quoi la différence entre les logiciels avec lesquels vous travaillez aujourd'hui et ceux que vous travaillez en agence? Alors, qui dit petite structure, dit nombre d'employés limité, dit que tu as plus de budget et de ressources pour pouvoir acheter des matériaux, enfin des ordinateurs dernière génération, que ce soit des Mac, que ce soit des logiciels. Je vais rentrer un peu plus en détail dans la suite de ma réponse. Mais du coup, quand t'as un groupe comme l'assurance, c'est des services, c'est des contrats d'assurance, c'est des données confidentielles. Donc du coup, tu as l'IT le département informatique qui va tout de suite être un peu parano sur tout ce qui est données, tout ce qui est traitement de mail, parce qu'on a peur que tu fuites des informations à l'extérieur qui peuvent porter préjudice à l'entreprise. Et donc, on va te faire bosser sur des machines un peu plus vieilles, dans des écosystèmes digitaux hyper fermés parce qu'on est parano et on a peur des virus. Donc, tu vas avoir des outils un peu vieillots. Et donc, ça, c'est un peu l'aspect pas cool parce que C'est c'est très... super contrôlé. Oui. Et alors que quand tu es une plus petite structure, principalement de jeunes, tu vas plus t'ouvrir à des solutions techniques bah, de dernière génération et toujours te maintenir, tu vois, à jour, que ça soit dans les ordinateurs ou les logiciels, pardon, et les différents outils que tu peux utiliser. Donc, D'accord. pour répondre à ta question, quels sont donc moi, alors à la transformation, donc uniquement le département dans lequel je travaille, il y a une exception. Donc nous, on travaille principalement sur des Mac parce que quand tu essaies d'imaginer et de réinventer le business de l'entreprise, tu es obligé de te passer un peu de ces contraintes techniques que les autres employés vivent au quotidien pour être le plus réactif possible, le plus autonome possible et pour pouvoir tester du coup les outils qui sont bloqués par l'IT mais qui peuvent être des opportunités intéressantes pour notre business. Tu vois, pour après les auditer et une fois qu'ils ont passé le contrôle de sécurité, peut-être les internaliser et les ouvrir aux autres employés. Donc moi, ça va, j'ai la chance de bosser sur les outils assez modernes. J'ai un MacBook Pro, on a tous des Mac dans notre département. Et ensuite, donc en termes de plus logiciel, alors moi je bosse principalement sur tout ce qui est Adobe, donc sur toute la suite créative Adobe, que ça soit du Photoshop, du InDesign, du même Adobe Experience Design pour créer des interfaces, des maquettes de sites, des maquettes d'applications. Aussi du coup Premiere Pro pour tout ce qui est montage vidéo et même du coup After Effects pour tout ce qui est motion design. Donc Mhm. on a ces outils-là qui nous sont donnés. Et D'accord. après, en termes de solutions collaboratives,
Tu vas avoir Slack pour pouvoir échanger. Et donc, c'est un truc de messagerie où tu peux parler avec tes collègues de manière moins formelle que les emails. Si tu veux un truc, enfin, que tu veux qu'ils soient réactifs et que voilà, tu veux pas trop les déranger en les appelant, bah, tu peux leur shooter un Slack et ils vont être réactifs. T'as aussi quoi d'autre comme outils? Alors oui, pendant nos meetings par semaine, hebdomadaires, avec les différentes fonctions, on se met d'accord sur les posts de la semaine. Donc on utilise Hootsuite, qui nous permet de planifier nos posts social media en avance. Tu vois, tu te doutes bien que dans une entreprise comme la nôtre, il n'y a pas quelqu'un qui va appuyer sur le bouton public à chaque fois ou qui va se dire ah, est-ce que j'ai telle image, etc. Tout est planifié au moins 2 semaines à l'avance dans cet outil. Et en fait, on a des licences qui sont ouvertes aux différentes personnes qui ont besoin d'avoir accès aux social media de l'entreprise. Et du coup, tu vois qui a planifié quoi, avec quelle caption, quelle photo, et tu vois si le post il a été validé ou pas, et il est prévu quel jour. Et après, voilà, on a plein d'outils collaboratifs comme ça qu'on utilise. Tu vois, on s'est vachement aussi adapté après la crise. C'est-à-dire que toutes les séances de co-création ou de brainstorming que tu pouvais faire en présentiel dans des salles de réunion à la tour, avec le confinement, etc., il fallait se tourner vite vers des solutions plus virtuelles. Donc, tu as Mural, qu'on utilise beaucoup pour faire des séances de brainstorming, tu vois, virtuelles, avec des post-it virtuels que tu viens mettre sur ton board. Donc oui, il y a plein d'outils qu'on utilise au quotidien. Et aujourd'hui, vous êtes en présentiel ou vous êtes en télétravail tout le temps? Alors, on est flexible. Donc, on continue de respecter les restrictions du gouvernement. La règle, c'est de revenir au moins une fois par semaine parce que c'est important de garder un rythme de vie, tu vois, vie privée, vie pro. Si tu es tout le temps chez toi, c'est pas évident parce que tu perds un peu le lien que tu as avec des collègues. Donc, on t'invite à revenir au moins un jour par semaine, justement pour garder le lien, pour te lever le matin, t'habiller, sortir de chez toi et maintenir un peu cet équilibre-là et ce dynamisme-là. Donc c'est flexible. Après, on a une application qui nous permet de booker de réserver en fait en avance pour traquer un peu le nombre de personnes qui seront là le même jour. Et quand tu dépasses en fait le quota permis par le gouvernement, bah du coup tu ne peux plus réserver. Donc l'application t'indique que c'est full pour ce jour-là et t'invite à booker une présence pour un autre jour. Et en quoi l'évolution constante du monde digital influence votre travail aujourd'hui? Bah du coup, regarde, quand tu es une start-up et une petite structure, tu peux prendre des décisions plus facilement. Parce que tu n'as pas des niveaux hiérarchiques, tu n'as pas différentes couches de hiérarchie qui va faire que le manager doit demander au manager, qui doit demander au manager et que le manager doit demander au CEO. En fait, quand tu es une start-up, tu peux prendre des décisions vite parce que c'est plutôt des structures qui sont flat, horizontales, où on t'a recruté parce que tu es une experte dans ton domaine et du coup, on va te faire confiance pour prendre des décisions sur ton domaine d'expertise. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller plus vite pour incorporer de nouvelles technologies et pour faire évoluer ton business en fonction des transformations digitales qu'on est en train de subir. Que ça soit changer ton produit, adapter ton service, répondre aux besoins du client, tu es vachement plus flexible et plus agile parce que la structure te le permet. Dans une grande entreprise comme la nôtre, où on est 6000 dans le monde et qu'on a un business international avec des clients partout, bah, tu peux pas te dire bah, je vais révolutionner mon produit et adapter mon offre d'assurance du jour au lendemain sans au moins consulter le board et que ton projet il soit validé et qu'après le CEO te dise oui, ok, mais on va juste tester d'abord avec juste un pilote, donc un certain nombre de clients. On va pas tout de suite le déployer partout dans le monde, on va peut-être juste le tester sur la France. Et si ça marche et si les résultats sont satisfaisants au bout de 1 an, bah peut-être qu'après qu'on va l'élargir aux différents business dans les différents pays et en faire, et ajuster le produit. Tu vois, quand tu passes d'une entreprise qui est petite et qui peut prendre des décisions en 1 semaine, hop, ils décident de changer leur offre, leurs produits et leurs services, alors que nous, non, on veut pas prendre des risques
il va falloir tester sur 6 mois. Enfin, déjà, le temps que tu te prennes une décision par la hiérarchie, parce qu'il y a différentes couches et il faut que ça passe au-dessus graduellement. Donc, tu te prends, je sais pas moi, 3 mois. Et après, on te donne les moyens et l'argent pour financer ton projet. Et on te dit, bah, fais un pilote de 6 mois pour voir comment ça fonctionne. Tu vois? Donc, tu peux pas être compétitif face à un mec qui peut prendre des décisions en une semaine et toi qui galères et que tu dois prouver ton projet et sa faisabilité sur un pilote de 1 an. Donc du coup, pour faire face à ce changement, il faut essayer de limiter ce temps de validation et d'essayer d'aller aussi vite que la société qui change en permanence et de t'adapter parce que si tu ne t'adaptes pas, bah, t'as tes petites startups qui aujourd'hui sont petits, mais parce qu'ils sont capables de prendre des décisions plus facilement et de s'adapter plus facilement, bah, ils peuvent du coup te prendre graduellement et au fur et à mesure des années des parts de marché pour après te manger tout simplement parce que ils vont devenir tellement plus grands que toi tu seras plus d'actualité parce que tu n'as pas su t'évoluer assez vite et que du coup les clients, bah, le besoin il a évolué et ils vont s'orienter vers ces petites structures qui répondent à leurs besoins, à leurs nouveaux besoins. Et du coup, ça, les grands groupes aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, l'ont compris. Et ils ont tous créé des départements de transformation qui, eux, sont censés identifier les tendances qui changent au niveau du marché pour tout de suite essayer de les incorporer dans les services et dans les produits qu'on offre. Et bypasser un peu ces différentes couches de validation nécessaires et essayer d'aller un peu plus vite. Et en général, toutes les fonctions de transformation dans les grandes entreprises, elles vont être directement rattachées à la hiérarchie, donc soit au board, soit au CEO. Tu vas avoir quelqu'un qui reporte pour justement faciliter cette communication plus en direct et pouvoir prendre des décisions un peu plus rapidement. Oui. Et après, dans la communication de manière générale, bah avant, si on part avant 2007, avant les smartphones, avant les réseaux sociaux, etc., bah, tu faisais de la communication sur du grand public. Donc, tu faisais une campagne de publicité à la télé en espérant que ça touche ta cible et en espérant que ta cible va voir ta publicité au bon moment pour être intéressée par ton produit. Alors que maintenant, depuis chez toi, tu vas 3 secondes sur Facebook Business Manager, tu peux décider, alors moi, mon produit, il est destiné aux hommes de 30 à 40 ans qui sont intéressés par les voitures de sport et qui habitent en France. Et tu vas en fait uniquement cibler ces personnes-là par ta publicité et du coup payer une publicité qui ne coûte pas des millions parce que ça va pas être diffusé sur la télévision, mais qui va avoir un aussi grand impact avec un budget moindre en créant des publicités sur Facebook ou sur Instagram et du coup targeter uniquement la part de marché qui t'intéresse et qui est ta cible, qui est ton acheteur de ton produit ou de ton service. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé genre dans les années, je sais pas, 2000, fin de 2000, 2007, 2010, et qui a vachement évolué aujourd'hui. Et on connaît tous l'importance des réseaux sociaux pour une marque aujourd'hui. Ça, c'est un truc que personne ne remet en question. Par contre, ce qui est en train de changer et les nouvelles tendances qu'on peut déjà identifier, c'est l'hypersegmentation. Et donc, par exemple, je peux prendre l'exemple de Netflix. On a tous Netflix, on regarde tous Netflix, mais fais l'exercice. On regarde tous les mêmes séries. Les séries phares de Netflix, on les connaît tous. Par contre, si tu fais l'exercice de comparer, toi, les bannières, les images, les vignettes que tu vas avoir sur ta page d'accueil pour telle série, ça va pas être les mêmes que ta pote qui regarde aussi la même série, mais qui va être targetée par d'autres images alors que c'est la même série. En fait, l'hyper-segmentation, c'est à travers le machine learning et à travers des modèles et à travers ton choix de série et comment tu regardes tes séries, on va identifier un peu ta personnalité et on va dire que Elif, sa personnalité c'est ça et du coup je sais que si je lui mets le visuel lambda que je mets au garçon, bah elle va pas être tentée de cliquer sur la série et de la regarder. Par exemple, on le voit, enfin c'est horrible de dire ça, mais pour les personnes homosexuelles, Netflix sait que les personnes sont homosexuelles et même si dans certaines séries
tu vas avoir une scène entre deux hétéros, mais du coup, la vignette sur laquelle on va pousser aux homosexuels, ça va être deux hommes, pas forcément dans un truc bizarre, mais ça va être deux hommes ensemble qui se parlent ou un truc un peu sexy pour t'inciter à cliquer dessus et la D'accord. regarder. Mhm. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu peux utiliser la data, les données que tu récoltes sur tes consommateurs pour essayer de pousser des communications et des campagnes qui soient hyper segmentées par rapport à leur personnalité pour être sûr que bah, ils cliquent sur ton call to action ou sur ta publicité ou sur ta vignette parce que tu sais que ça va leur parler. Donc aujourd'hui, le monde digital évolue vers l'hypersegmentation, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et que du coup, il faut toujours être à l'écoute de tes consommateurs, essayer de vraiment pousser de plus en plus. Avant, on te disait, on faisait des études de marketing pour évaluer le client type de ton produit ou de ton service. Et on disait, oui, alors c'est Monsieur Dupont, il a entre 18 et 28 ans, on va dire. Il est intéressé par les thématiques de sport et c'est tout. Et ça s'arrêtait là. Alors que maintenant, on est tellement dans l'hypersegmentation que non. Du coup, Monsieur Dupont, est-ce qu'il vit en milieu urbain ou est-ce qu'il est à la campagne? Est-ce qu'il a des enfants ou est-ce qu'il n'a pas d'enfants? Est-ce que c'est un Mhm. jeune parent ou il compte jamais avoir des enfants? Enfin, tu vois, je sais pas. Mais on pousse le truc à l'hyper-personnalisation et l'hyper-segmentation des marchés pour vraiment identifier uniquement le client qui t'intéresse. Et du coup, tu vas pas payer des campagnes inutiles en targetant des personnes qui vont jamais cliquer sur ta publicité parce qu'ils sont simplement pas intéressés par ton produit. Donc, tu vas vraiment aller sur l'hypersegmentation et la niche qui t'intéresse. Et du coup, bah, éviter des dépenses inutiles en communication et campagne marketing. D'accord. C'est Et c'est de l'argent que tu peux injecter ailleurs. là, on a parlé pour le monde digital en gros, mais à votre avis, comment le métier de la communication va évoluer dans les 5 ou 10 prochaines années? Alors, pour moi, les agences de communication, sur le long terme, elles n'existeront plus. Si elles ne se réinventent pas, je suis radical, je sais, il y a plein de personnes qui seront peut-être pas d'accord avec moi et que ils vont me critiquer par rapport à mon propos, mais moi je suis formel et je suis sûr de moi. Dans 5 6 ans, les agences de com telles que les offres qu'elles proposent et les prix qu'elles proposent aujourd'hui à leurs clients, elles n'existeront plus. Et Sauf, pourquoi? alors elles n'existeront plus parce que déjà, regarde, on voit de moins en moins l'ambition de dépenser et de te donner des budgets communication à dépenser sur des ciblages larges. On te dit, bah, pourquoi j'irais payer 2 millions pour passer à la télévision un vendredi soir à 20h30 et toucher la ménagère et le ménager, Monsieur Dupont, qui a 80 ans et qui n'est pas du tout intéressé par mon produit? C'est de l'argent inutile, alors que tu peux payer moins, mais plus intelligemment, et identifier des gens qui vont acheter ton produit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, on n'a plus autant d'argent à dépenser. Tu ne peux plus te permettre d'aller payer 100 000 balles à une agence de com pour qu'elle te crée du contenu et une campagne qui ne sera pas utilisée par du mass marketing, tu vois. Et qui dit hyper personnalisation dit des budgets moindres parce qu'on a besoin de dépenser moins d'argent, parce qu'on sait où aller chercher les clients potentiels. Et le modèle agence aujourd'hui et la manière dont ils facturent leurs clients et l'argent qu'ils prennent, bah pour moi, c'est pas un truc viable qui va. Ça a duré jusqu'à maintenant et ça a servi et on en avait besoin. Mais vu que le besoin il évolue, bah si eux ils font pas évoluer leur offre, du coup on va soit se débarrasser d'eux parce que toutes les grandes entreprises vont internaliser toute leur com. Et du coup, au lieu de se dire, bah, on appelle une agence pour créer du contenu et créer du graphisme, des vidéos, etc., on va se dire, on va payer un freelancer en one shot. Lui, il est tout seul, il coûte moins cher. Je vais le facturer à son jour homme. Je sais d'office combien il va me prendre. Et il est plus malléable parce qu'il est tout seul. Donc, je vais le payer pour venir faire une vidéo chez moi. Ou alors, je vais embaucher un mec en CDI qui est capable de faire des vidéos. Et du coup, dès qu'il y a des besoins, bah, il va me créer du contenu en interne. Donc, tu as deux tendances. Soit on va internaliser les compétences créatives et que du coup, au lieu de bénéficier d'un service d'une agence qui est spécialisée dans ça,
on va se dire qu'on prend 3 CDI en interne, un graphiste, un monteur vidéo et un mec gestion de projet qui s'y connaît un peu en com et qui a déjà eu une expérience en agence pour faire tout ce que l'agence faisait toute seule, mais du coup en interne et éviter de dépenser des grosses sommes d'argent. Soit les agences, elles réussissent à se réinventer et elles offrent des opportunités d'hyper personnalisation et de segmentation des marchés, comme je te disais, le marketing de personnalité, comme l'exemple de Netflix, et on arrive à se dire que bah toi, quand tu vas sur le site lemonde.fr, par exemple, quand tu vas sur lemonde.fr, toi, tu vas pas recevoir la même publicité que moi, parce que moi, j'ai été targeté par rapport à ma personnalité et que toi, ta personnalité, elle est différente et que donc, du coup, la bannière va être générée par du machine learning, par un algorithme qui va automatiquement la changer et mettre autre chose pour toi que pour moi. Donc, s'ils arrivent à réinventer ça et prendre du machine learning et de l'intelligence artificielle et automatiser un peu tout ce processus créatif pour vraiment aller dans l'hyper-segmentation et l'hyper-personnalisation des contenus, oui, alors il y aura intérêt de passer par des agences. Mais sinon, on fera ça tout simplement ça en interne. Oui, mais pour l'hypersegmentation, il faut beaucoup de data et généralement, est-ce que les agences ont ce data-là et est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir ce data-là? Oui, ils ont la capacité parce que toi, tu te connectes. Alors aujourd'hui, la data, c'est quoi? Donc, tu as de la data in-house que moi, en tant que entreprise, je récolte sur mes employés. Et tu as de la data externe. Par exemple, moi, mon entreprise, elle a, je sais pas, des comptes sur les réseaux sociaux. Bah, Facebook va me donner un dashboard avec des datas sur ma communauté, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations sur leur centre d'intérêt, sur leur âge, sur leur situation géographique, sur leur sexe, sur même leur orientation sexuelle, sur même leurs sources de revenus, s'ils sont bien payés ou pas bien payés, tu vois. T'as plein de segmentations aujourd'hui qui te sont offertes. Il faut juste aller fouiller dedans pour extraire cette data et en tirer profit. Et après, tu as plein d'API aujourd'hui, de systèmes où tu peux léguer et autoriser ces agences externes à venir se plugger sur tes bases de données pour tirer avantage de tes données à toi, mais pour ton business à toi et te fournir ta prestation. Et vous voyez où dans 5 ans ou dans 10 ans? Vous pensez que vous allez rester chez Hermès? Alors déjà, j'aimerais bien être vacciné pour pouvoir revivre ma vie normale. Est-ce que je me vois chez Hermès? Très bonne question. Alors, je me vois encore au moins 1 an ou 2 chez Euler Hermès, sachant que je suis là depuis 3 ans. Donc, tu vois, 4 ans dans une bonne entreprise, c'est bien. Mais après, je vous conseille pas de faire plus de 4 ans dans une même structure. Il faut bouger parce qu'à un moment donné, tu stagnes. On revient à la même chose que je te disais. On est jeune, on est dans le début de notre carrière. C'est le moment où il faut apprendre le maximum de choses et ne pas avoir peur de bouger. Donc, je pense finir au moins encore 1 an chez Euler Hermès. Et après, peut-être aller chez Allianz, bouger dans le même groupe, mais faire autre chose. Toujours dans la com et le marketing, mais aller dans d'autres. Pardon? Toujours dans l'assurance et dans le monde de la banque. Pas spécialement. Alors, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que moi, à côté, je suis freelance. Et je suis prof aussi. Donc, du coup, j'ai parfois, tu vois, un manque parce que je suis que sur du service. Et du coup, le produit me manque. Donc, ce que je fais, c'est que quand ça me manque beaucoup, bah, j'accepte des projets en freelance de création de contenu où je bosse tout seul pour des marques par rapport au réseau que j'ai pu créer au sein de mes années d'expérience. Et du coup, d'être en direct avec des clients et répondre à leurs besoins, leur produire des stratégies ou leur produire du contenu, tu vois, sur mes week-ends ou les soirs en rentrant chez moi. Déjà, ça me fait une source de revenus supplémentaire. Ça me permet de bosser de partout dans le monde, même pendant mes vacances si j'ai envie. Tu vois, avec mon ordinateur dans mon hôtel à la plage, bah, je peux. Et aussi à côté,
Tu vois, le fait d'être prof et de pouvoir transmettre aussi certains niveaux d'expérience à d'autres personnes, ça, je suis aujourd'hui épanoui. Donc du coup, quand le produit me manque, bah, j'essaie de trouver des projets en freelance qui me permettent de combler ce manque-là. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense avoir trouvé la bonne balance et le bon équilibre pour être heureux dans ce que je fais au quotidien. Donc si tu me dis sur 5 ans, c'est sûr que je bougerai, je ne serai pas chez Euler Hermès. Par contre, pour aller où, je ne peux pas te dire si je retournerai vers du produit full-time ou si je resterai dans les assurances et dans les services. Après, tout dépend de l'opportunité, du salaire, des responsabilités, de nombre de personnes qu'on te donne à manager. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut commencer à réfléchir sur du long terme et sur ce que tu veux. Si ton rôle, c'est d'être directeur de la communication dans 5 ans dans une grande boîte, il faut que tu bouges. Parce que si tu restes dans la même entreprise, même s'il y a des opportunités d'évolution de carrière en interne, elles sont pas assez et il faut que tu ailles voir ailleurs et prendre de l'expérience le maximum, tu vois, dans plein d'autres entreprises, en privilégiant plein d'autres interlocuteurs, parce que c'est comme ça que tu vas bâtir ton réseau. Si tu vois les mêmes personnes pendant 10 ans, la même entreprise, les mêmes collègues, etc., comment tu veux bâtir ton réseau et comment tu veux te faire connaître et comment tu veux évoluer? Donc, je dirais que 1 an, pour sûr, oui, mais 5 ans, c'est beaucoup me demander. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Carlo. C'était très intéressant et merci de nous avoir fait découvrir votre métier, votre parcours. Merci d'avoir accepté cet entretien. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Et à bientôt dans Digitalks. Merci de m'avoir. Thank you.